Bonsoir, mon nom est Carmina et je suis une heureuse et fière animatrice de Natif TV qui sera cette année le diffuseur officiel du Gala Dynastie. Heureuse de vous avoir parmi nous ce soir. On aura une panoplie d'événements à découvrir, de super spectacles, des nominations et des gagnants fantastiques. Et ce soir, bien sûr, comme toujours, ici, à la Place des Arts même, nous sommes là pour célébrer l'excellence noire. Merci d'être parmi nous. Au plaisir. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est dans nul autre que le lounge Natif TV pour le Gala Dynastie Culture 2023. Et ce soir, on a la tendre honneur d'être avec nul autre que un récipiendaire tant mérité de son prix. Nul autre que, mesdames et messieurs, Zach Zoya. What's up, y'all? What's up, y'all? What's up, y'all? We here. What's up, y'all? Now, thank you for having me. Zach, it's been about time. It's a pleasure. Je peux pas croire que tu savais quand on a fait le panneau ensemble il y a 2 jours, right? Fallait pas le dire. T'as rien dit. T'as rien dit. Oh, pour vrai, fallait pas dire. Non, non, c'est correct. Tu peux dire. C'est dévoilé. Les gagnants sont dévoilés. Je savais. Tell me something, Zach. T'es rendu qui t'es rendu aujourd'hui. On a eu la chance de plus te connaître, en tout cas moi personnellement, avec le panneau par rapport à ton vécu, ton historique à l'extérieur de Montréal, en tant que minorité dans vraiment un environnement où tu étais vraiment la minorité. Si tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a eu un événement cataclysme ou un élément majeur dans ta vie qui t'a fait devenir la personne que tu es aujourd'hui, ce serait quoi? Élément cataclysme, pas vraiment, dans le sens où c'était pas quelque chose de catastrophique, c'est pas quelque chose de négatif. Mais clairement, je serais pas devenu la personne que je suis maintenant si j'avais pas pris un leap of faith à 17 ans de drop out of school puis déménager à Montréal. Donc ça, c'est pas une décision qui était prise pour acquis. J'aurais très bien pu aller au cégep à Rouyn-Noranda, d'où je viens, puis continuer dans mon parcours scolaire. Mais à 17 ans, je me rappelle très bien avoir pris la décision de « Look, I like making music. Music is kind of fun. People seem to like it when I make music. Let me take a chance. Let me take a leap of faith and drop out of school à 17 ans to go and pursue music. » C'est ce que j'ai fait. Puis je me rappelle, j'avais dû convaincre mes parents de look, I was gonna ask. give me a year. Give me a year off of school. Si ça marche pas, I'm going back to school. Puis en 1 an, I guess in Montreal, j'avais garnered enough attention. J'avais eu assez de succès pour que c'est mes parents après qui sont revenus puis qui ont fait so I guess you're not going back to school. So That's amazing. you know, thank you mom and dad. I love you. Merci maman, merci papa de Zach Zoya, honnêtement, parce que sans cet encouragement, on ne l'aurait pas avec nous ici. Ouais, puis ça, je pense que c'est très crucial ce que tu viens de dire. L'encouragement des parents, c'est primordial. Les frères et sœurs de l'entourage d'un artiste, c'est super important. C'est pas la truc la plus importante dans le développement d'un artiste. Fait que don't take your job lightly if you're a parent. Don't take your job lightly if you're a friend, if you're a sibling, if you're a partner. That's super important. Vraiment exceptionnel. Honnêtement, déjà de base, bravo pour ce succès. On a envie de dire inattendu, mais en même temps, je pense qu'on arrive à un niveau en tant que peuple noir au Québec aussi où il faut qu'on commence à s'attendre à certains succès. Parce que c'est normal. Ça nous est dû. On est aussi talentueux que d'autres. J'aimerais savoir, pour arriver où tu en es aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un élément instigateur ou un élément plus important que les autres dans ta vie qui t'a fait prendre la décision de devenir la Ayana qu'on connaît maintenant? Oui. Oh wow! J'ai hâte d'entendre. Oh là là! Écoute, je vais le dire, c'est que c'est ma mère. Ma mère chérie qui s'appelle Betty Thomas. Elle est partie dimanche passé. Désolée. Je suis désolée. C'est correct, c'est correct. Désolée. Vraiment. Je suis ici pour lui rendre hommage, en fait. Parce que c'est une femme qui m'a appris à être persévérante, à être déterminée. C'est une femme qui aimait profondément le cinéma. Wow.
Je veux dire, avant de me donner naissance, elle était dans une salle de cinéma en train de regarder un film. Quand elle a pris sa retraite du métier d'infirmière il y a 2 ans, elle a travaillé avec ma sœur et moi. Puis sur le lit d'hôpital, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle faisait maintenant, elle a dit « Mais je fais du cinéma avec mes filles. » Oh my God! Et je suis contente qu'elle ait pu voir le succès du mythe de la femme noire, qu'elle ait pu voir toutes ces femmes et ces hommes aller voir le film, puis qu'elle y ait participé. C'est l'un des visages qu'on voit à la fin du film, qu'on voit toutes ces femmes, tous ces portraits de femmes. C'est cette femme avec le chapeau, avec des lunettes de soleil, parce qu'elle était réservée. Mais elle était là, on la voit dans le générique, Betty Thomas est son nom. Donc pour moi, cette femme est une inspiration. Puis si je suis venue au Gala Dynastie aujourd'hui, je n'étais pas sûre de pouvoir venir, mais je suis venue parce que je me suis dit qu'elle aurait voulu que je sois là, puis que je voulais lui rendre hommage par ma présence. Je suis contente de t'en parler, Carmina, parce que je ne m'attendais pas à en parler ce soir. Je suis désolée. C'est moi qui m'excuse. Premièrement, je veux que tu saches que toute ta communauté est avec toi. Parce que quand on perd une mère de quiconque, on perd une mère de tous. C'est ça, la femme noire aussi. Je suis très curieuse. Ouais. Quel élément ou quel moment dans votre vie vous a amené à devenir justement l'homme instigateur de vérité que vous êtes aujourd'hui? Tu sais, je pense que, j'ai grandi en France, d'accord? C'est un pays dans lequel, par exemple, la politique, les sujets de société sont vraiment très prégnants, très présents. Et donc, je pense que ça a formé un petit peu ma personnalité aussi. Et puis, je viens d'une famille dans laquelle, en fait, il n'y a pas de tabou. On dit ce qu'on pense et on essaie d'avancer dans l'intérêt de tout le monde. On ne dit pas les choses pour détruire les choses ou détruire les gens. On dit les choses pour qu'on arrive à être tous mûrs. Évolution. Tu comprends? Et donc, je pense que c'est ça qui m'a amené, en fait, à me dire, écoute, tout le monde parle de tas de sujets. Ce serait peut-être bien que toi, tu abordes tout simplement ce que tu sais. Donc, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne parle que de ce que je connais. Et c'est ça qui m'intéresse justement, c'est d'aller chercher les choses dans les tripes des gens. C'est-à-dire que ce que je vais te dire, ça va venir te toucher. J'espère d'ailleurs que tu vas te retrouver parmi nos followers. Tiens. Hi, je m'appelle Avisara and I want to give a shout out to Native TV. Dans la communauté noire ici à Montréal, j'aimerais que tu me dises quel est ce rôle que tu joues pour toi et quelle est l'importance de ce rôle aujourd'hui? En fait, je suis venue vraiment avec un rêve de servir ma communauté. Pour moi, c'était comme une opportunité de switcher le paradigme, de ne plus travailler en fait dans le milieu antiraciste, mais maintenant vraiment de empower, de donner la force à ma communauté. Et pour moi, c'était vraiment aussi un moment de ma vie où tout a changé pour moi personnellement. Parce que j'ai travaillé plus contre quelque chose, mais maintenant pour quelque chose. So Inheritance, en fait, la vision était toujours de créer un espace qui est vraiment safe pour nous, de parler de cheveux, parce qu'on sait très bien que les cheveux pour la femme noire, c'est pas seulement les cheveux, c'est tout notre parcours, c'est notre identité, c'est notre manque de self-esteem parfois, mais aussi les doutes, comme les tools qui nous manquent en fait, et beaucoup de challenges. So, il y a beaucoup qui est associé avec ça, et Inheritance est devenu cette hub, j'aurais dit, pour vraiment accueillir chaque femme, chaque homme, chaque enfant, parlant les cheveux, mais en fait de guérir vraiment le traumatisme qu'on a et qui commence aussi sur le parcours capillaire. I want to know, what do you feel is the role that you play in the Black community in Quebec, and how is that role important to you? I have a really interesting relationship with La Gala Dynastie. I was the winner the first year they did it for Radio Personality of the Year. And since then, they've sort of put me in this position as like an elder statesman, if you will. You and I work on a panel as judges for music. I also work to help to get other Black artists, Black media people, Black change makers in the city nominated. I use my platform at CBC on radio and television to create a space for them to do their thing. And so somebody has said to me recently, well, you know, that kind of sucks, right? You're not nominated anymore, you're a judge. But that's what it's supposed to be. You work hard, you don't expect to win something. You do, that's great. But then you're supposed to take that experience, use your platform, and put other young brothers and sisters on. And I plan to do that until I'm done. Quel rôle, d'après toi, joues-tu ici pour la communauté noire à Montréal?
Et pourquoi ce rôle est important pour toi? Tu parles du rôle du gala? Non, je parle de ton rôle dans la communauté noire ici au Québec. Depuis que tu es ici, quel est ce rôle et pourquoi est-il important? Mon rôle, premièrement, c'est en tant qu'artiste, premièrement, c'est de délivrer ma musique, d'apporter ça aux gens, de leur faire découvrir. Mais très important, c'est de toucher la jeunesse. Donc la relève pour les projets qu'on a en commun justement, comme le MC Challenge, ça nous permet d'être toujours en contact avec la jeunesse et de leur montrer la voie. Parce que la culture hip-hop est très très particulière et je pense que c'est toujours bien à nous, les plus anciens, de leur enseigner ça. Et donc voilà pour le projet qu'on a justement maintenant qui est le MC Challenge et pour les ateliers que je donne dans les écoles, dans les établissements scolaires, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est très valorisant de voir tous ces sourires des jeunes, des parents et tout ça. Et il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. Il n'y a rien de plus enrichissant que de s'investir dans la relève, quoi, je pense. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, tu es enseignant aussi en hip-hop. Voilà, cours de hip-hop au Cégep du Vieux-Montréal. Donc c'est un projet qui a été lancé maintenant, ça fait 2 ans. Et franchement, on voit l'impact de la culture hip-hop à travers la jeunesse, à travers toutes les communautés. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se doit d'avoir des événements pareils où on met en lumière les artistes de notre communauté. Et même d'ailleurs, comme on voit, il y a tout le monde qui vient voir ça. Et on ne peut pas demander mieux. C'est l'héritage qu'on a en fait à offrir à toute cette jeunesse. On la préserve et on travaille fort pour ça. On a la chance ici à Natif TV d'être avec nul autre que le légendaire Pierre-Michel Ménard. Pierre, comment vas-tu ce soir? Je vais très bien et toi? Trop bien, surtout que je suis en ta présence. Merci, tu as l'air splendide. Mais merci, et toi donc? Quel privilège de travailler afin de répondre à tes questions. Je crois que tout le monde aurait aimé s'asseoir avec toi pour répondre à tes questions. Mais merci infiniment. Je suis très flatté. Pierre-Michel, je dois te dire que moi, je suis très honorée de t'interviewer. Grande fanatrice de musique, compas, musique haïtienne, de jazz haïtien. Et vous êtes tellement un idole de cette culture. J'ai une question pour vous. Je vous écoute. Quel élément dans votre vie ou moment dans votre vie marquant vous a fait devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Le moment marquant de ma vie, enfin de ma carrière, c'est quand j'ai rencontré, je faisais du piano-bar à l'Hôtel de la Montagne, au centre-ville de Montréal. Et c'était en juillet. On était là pour faire danser les touristes et les estivants. Et on était un quartet. Il y avait Feu et Valmaniga qui était au vibraphone. Il y avait Jean-Jacques Elio de la Martinique qui était à la guitare. Il y avait Eddie Rock qui était à la basse. Et il y avait Louise Matt, une Québécoise qui était à la percussion. Et moi, je chantais. Donc, un soir, donc tous les soirs, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous écouter. Et je voyais qu'il y avait toujours un trio d'Haïtiens qui venaient toujours nous écouter, qui prenaient leur drink, qui étaient là pour cruiser les femmes et nous écouter. Et un soir, entre 2 pauses, il y a un qui m'a approché, qui m'a parlé, qui s'est présenté. Et pendant la conversation, il m'a dit, « Monsieur Ménard, c'est quoi votre plus grand rêve? Parce que vous chantez tellement bien. » J'ai dit, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un jour un album. Mais entre vous et moi, je ne vois pas comment. Parce que premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, je n'ai pas les contacts. Et il m'a regardé au blanc des yeux. Il m'a dit, je suis sur un projet en ce moment, même si on ne se connaît pas. Et j'ai vu que vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup. Priez fort. Si jamais mon projet fonctionne, vous aurez votre album. Les circonstances de la vie, hein, et comment savoir les attraper. Quelle belle histoire. Incroyable, mais quelle vrai. Belle histoire. Évidemment, le jour même, je ne l'ai pas cru, parce que quand même, ça faisait comme si c'était quelqu'un qui essayait de me vendre, qui essayait d'être le Papa Noël, vous comprenez? Mais j'avais quand même gardé un petit espoir derrière ma tête. Et un jour, évidemment, on a échangé nos numéros. Et je faisais les grands spectacles au Club Soda de Montréal sur Avenue du Parc à l'époque. Et il jouait au saxophone. Il m'a demandé, est-ce que ça ne vous dérangerait pas que je vienne avec mon sax jouer avec vous, jammer avec vous?
J'ai dit, bon, la réponse ne dépend pas de moi, il faut que je demande au reste des musiciens. J'ai été leur demander, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème. Et il venait tout le temps jammer avec nous, avec son saxophone. Et là, on a vraiment développé une très belle amitié. Et il a intégré le groupe, mes musiciens, avec lesquels je performais au Club Soda. Et de fil en aiguille, nous sommes devenus vraiment de très grands amis. Et on continuait de faire les spectacles. Et puis un jour, mon téléphone a sonné chez moi. Et il m'a dit, je suis en bas, descends. Je suis descendu. Il était avec une très belle BMW. Il m'a dit, tu montes. J'ai quelque chose de très important à te dire. J'habitais Côte-Sainte-Catherine à l'époque à Outremont. Je suis monté dans la BM et il conduisait doucement. On montait Côte-Sainte-Catherine et c'est là qu'il m'a annoncé que Pierre-Michel, je suis venu te dire que tu auras ton album. Mais quelle belle histoire! Prince Amin, dis-moi quelque chose. Aujourd'hui, tu es un artiste accompli qui se lance vers des projets pour gagner des prix. Donc, on s'entend que c'est du sérieux. Dis-moi, quel élément dans ta vie ou quel moment dans ta vie a fait que tu as décidé de devenir la personne que tu es? Une personne... Mais en fait, c'était juste en grandissant avec genre le melting pot avec ma famille, tu comprends? Puis quand je suis venu ici au Canada, ça m'a juste frappé différemment parce que où j'ai grandi, c'était soit ça ou soit ça. Et c'était où? Là, quand j'ai grandi, j'étais au Maroc. Maroc, Espagne, tu vois. Maroc, on est des Marocains, quelques Français. Espagne, c'est des Espagnols, tu vois. C'est rare que tu voyais, tu vois. C'est là, quand je suis venu ici, c'est là que j'ai rencontré des gens de plein de cultures and I embrace the culture so much and I just love it. Pour moi, ça, c'est une richesse. Ouais.